Boston. 18 mars 90, il est 1h24 du matin. Dehors, la ville est en fête, c'est la Saint-Patrick, les rues sentent la bière irlandaise et personne ne fait vraiment attention à grand-chose. C'est exactement ce qu'ils avaient prévu. En 81 minutes, deux hommes vont commettre le plus grand vol de l'histoire de l'art américaine. 500 millions de dollars de chefs-d'œuvre, 13 œuvres, 0 arrestation, 0 tableau retrouvé. 35 ans plus tard, l'affaire est toujours ouverte. Pour comprendre ce vol, il faut d'abord comprendre ce qu'on a volé. Et pour comprendre ça, il faut connaître une femme, Isabella Stewart Gardner. Née en 1840 à New York, une femme qui, à l'époque victorienne, refusait absolument de se conformer aux conventions. Elle voyageait seule, elle fréquentait les artistes, elle scandalisait Boston et elle s'en foutait royalement. Après la mort de son mari, en 1898, Isabella décida de réaliser un rêve, construire un musée. Pas n'importe lequel. Un palais vénitien au cœur de Boston. Elle en dessine elle-même chaque salle, choisit l'emplacement de chaque tableau, de chaque sculpture. 7500 œuvres. Une vie entière de collection. Et avant de mourir en 1924, elle inscrit dans son testament une clause absolue. Rien ne doit jamais bouger. Pas un cadre, pas une sculpture. Tout doit exactement rester comme elle l'a voulu. C'est beau, c'est émouvant et c'est aussi, et Isabella n'aurait pas aimé l'entendre, une faille de sécurité béante. En 1990, le musée traverse une crise financière sévère. Il n'y a pas de police d'assurance, son système de sécurité est vieillissant et cette nuit-là, deux gardiens, Rick, 23 ans, et Randy, 25 ans, sont seuls pour surveiller l'ensemble du bâtiment. 1h24. Deux hommes en uniforme de policier sonnent à l'entrée latérale du musée. Ils prétendent répondre à un appel pour tapage nocturne. La ville fait la fête, ça semble plausible. Rick ouvre le sas, c'est la règle, laissez entrer les forces de l'ordre. En quelques secondes, les deux hommes les menottent tous les deux, les emmènent au sous-sol, les enchaînent à des tuyaux et ils prononcent ces mots. Messieurs, ceci est un braquage. En 81 minutes, ils découpent 13 œuvres à la lame. 3 Rembrandt, un Vermeer, le concert considéré comme l'un des tableaux les plus précieux au monde. 5 Degas, un Manet, et ils emportent même un aigle napoléonien en bronze, presque par caprice. Mais voilà ce qui est étrange, ils ont laissé les tableaux encore plus précieux. Le Titien du 3e étage, estimé à plusieurs centaines de millions, ils ne l'ont pas touché. Pourquoi ? C'est cette question qui va hanter les enquêteurs pendant des décennies. Parce que si vous volez, vous prenez le plus précieux. Mais si vous laissez le plus précieux, c'est peut-être que vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et ce que vous vouliez, ça n'avait pas qu'une valeur marchande. Le FBI prend l'affaire en main immédiatement. Et très vite, une piste se dessine. Le crime organisé de Boston. La famille mafieuse patriarcat est alors en pleine guerre interne. Un gangster, Robert Donati, aurait organisé le vol pour négocier la libération de son patron emprisonné. Il aurait enterré les tableaux quelque part en attendant que les choses se calment. Le problème, Donati est assassiné 1 an et demi après le vol, emportant son secret avec lui. Lors d'une perquisition chez le suspect Robert Gentile, les agents du FBI retrouvent enterrés sous un hangar une liste manuscrite des 13 œuvres volées, avec leur estimation sur le marché noir et des uniformes de policiers. Il nie toute implication, il décède en 2021 sans avoir rien révélé. Il y a aussi la piste IRA. En 90, des réseaux irlandais très actifs à Boston utilisent parfois des faux déclenchements d'alarme comme signature. Les œuvres auraient pu servir à financer des armes pour l'Irlande du Nord, piste sérieuse, mais aucune preuve concrète. On a enquêté sur Whitey Bulger, le parrain du crime organisé à Boston. Insuffisant. On a reçu une lettre anonyme en 1994 proposant de négocier le retour des œuvres contre 2,6 millions de dollars et l'immunité. Et la lettre disait de répondre via un code secret dans les annonces de Boston Globe. Les autorités ont joué le jeu et plus rien. Ce qu'il y a de vertigineux dans cette affaire, c'est que tout le monde est mort. Donati, assassiné, les suspects principaux, Guarant, Gentile, décédés. Le gardien Rick Abbott, dont on a retrouvé la vidéo de surveillance le montrant laisser entrer un inconnu la nuit précédant le vol,
est mort en février 2024. Il avait toujours clamé son innocence. Et les tableaux, toujours introuvables. Aujourd'hui, si vous vous rendez au musée Gardner à Boston, vous verrez quelque chose d'unique au monde. Les cadres des tableaux volés sont toujours là, accrochés au mur, vides, en hommage aux œuvres disparues et dans l'espoir de leur retour. Le musée offre toujours une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à la récupération des œuvres. Et la prescription pour le vol a expiré en 1995. Autrement dit, si quelqu'un sait quelque chose et rend les tableaux en bon état, il ne sera même pas poursuivi. Alors, où sont-ils? Dans un coffre-fort privé quelque part en Europe, détruit accidentellement par des criminels qui ne savaient pas quoi en faire? Peut-être dans un grenier quelque part aux États-Unis? Sur la cheminée d'une famille qui ne sait pas ce qu'elle possède? C'est ça, le vrai mystère. Pas seulement l'identité des voleurs, mais l'identité que ces chefs-d'œuvre existent peut-être encore quelque part, que le concert de Vermeer, dont il ne reste que 34 tableaux connus dans le monde entier, est peut-être à portée de main, quelque part, caché dans l'obscurité. Et si un tableau ne peut jamais être vendu, ni exposé, ni montré, à quoi ça sert finalement de le voler? Est-ce qu'une œuvre d'art a encore de la valeur quand personne ne peut la voir? Isabella Stewart Gardner voulait partager la beauté avec le monde. Elle a construit un palais pour ça, elle a tout organisé pour que rien ne bouge après sa mort. Et dans la nuit du 18 mars 1990, en 81 minutes, quelqu'un a brisé quelque chose d'irréparable. Non pas la loi, non pas la sécurité du musée, mais le lien entre ses œuvres et les gens à qui elles étaient destinées. Et si vous saviez quelque chose, n'hésitez pas à contacter ce numéro, car il est toujours actif. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain contenu et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.